8h47. Il y a quand même un certain nombre de questions qui, pour l'instant, demeurent sans réponse au sujet de Pascal Morin, cet homme qui a été déclaré non criminellement responsable d'avoir tué ses deux nièces et sa mère, schizophrène. Paraît-il que c'est la voix de Dieu qui l'a guidé. Mais pour avoir parlé avec donc les parents des deux jeunes victimes, il y a vraiment certains points d'interrogation ce matin. On va parler avec le docteur Pierre Mailloux, psychiatre, reconnu même par la RAMQ et les experts comme un spécialiste des schizophrènes. Bonjour, docteur Mailloux. Ah, Paul, t'es gentil. Non, mais j'ai vu ça dans un jugement quand même. Oui, tu l'as bien lu, effectivement. 3 médecins évaluateurs payés par la RAMQ sont venus me visiter et ont trouvé que, effectivement, mon expertise en termes de traitement de la schizophrénie sévère était reconnue dans le Canada. J'ai donné des conférences jusqu'en Saskatchewan. Là, j'ai quelques questions, parce que il y a vraiment là des zones nébuleuses. D'abord, c'est quoi ça, le contrat entre un patient qui est atteint de schizophrénie et, je sais pas, son médecin? On parlait ce matin qu'il y avait rupture de contrat dans le cas de Morin. Non, c'est une stupidité, ça. C'est quoi ça? Mais t'as-tu une entente? Est-ce que tu t'engages à suivre un traitement? Non, non, c'est des cossins maison. C'est comme les pactes de non-suicide, là, les ententes de non-suicide entre les thérapeutes et les patients. Okay. C'est complètement stupide. C'est ce que j'appelle, moi, des théories maison bidon. Tu comprends? Tu penses que la personne tu penses que la personne va respecter ça comme un... Mais non. Okay. Quelqu'un qui est atteint mentalement et qui est déclaré non criminellement responsable, penses-tu qu'il va suivre, se conformer à un contrat verbal ou écrit bidon maison? OK. Deuxième question. Oui. Morin avait un psychiatre, le psychiatre est décédé. Et on dit qu'après ça, il n'y a pas eu de suivi, il prenait plus ou moins sa médication. Il arrive quoi quand un médecin se retire ou meurt? Il n'y a pas un transfert de dossier qui se fait, il n'y a personne qui le récupère? Bon, ben regarde, en 2007, Paul, tu te souviens, j'ai été radié 10 semaines une première fois. Oui. Et personne ne s'est occupé de mes patients. C'est tout retourné au médecin de famille. Ça a été un chiard épouvantable. Les patients ont même fait une démonstration en plein hiver, au mois de février, sous la pluie, devant l'hôpital Comtois. Ça a été la seule démonstration spontanée de patients supposément mentalement atteints dans l'histoire du Québec. La sœur de la mère des deux enfants puis sœur de l'accusé. C'est ça pour te dire que les gros cas de schizophrénie, Paul, en psychiatrie au Québec, trouvent rarement preneur. Il y a 1000 psychiatres, puis il y en a maximum 250 qui s'occupent des cas lourdement atteints. La plupart ne s'intéressent pas et ne sont pas capables de s'occuper de ces cas-là. Et l'autre question, quand un patient, qui visiblement est un cas lourd, là, prend ses médicaments, arrête ses médicaments, consomme de l'alcool, consomme de la drogue, donc est toujours dans cette espèce de cercle, c'est quoi l'effet sur sa maladie? Bon. Question. D'abord, la schizophrénie paranoïde chez l'homme, pas chez la femme. Beaucoup plus chez l'homme, lorsqu'elle n'est pas traitée, danger. Tout le temps. OK? Deuxièmement, la drogue, principalement les psychostimulants, mais aussi le hashish cannabis. OK? Alors, les psychostimulants vont empirer la maladie lorsqu'elle n'est pas traitée et annuler l'effet des médicaments antipsychotiques lorsque les patients les prennent. Alors, on a une problématique nouvelle. 3/4 minimalement, 3/4 des patients psychiatriques prennent de la dope. Alors, c'est principalement dans notre région, nous autres au centre du Québec, du cannabis et puis du speed. Alors, le speed, comme toutes les autres, les méthamphétamines, puis tout ce que tu voudras, l'ecstasy, puis le PCP, active la maladie. Alors, ils délirent plus et ils hallucinent plus. Donc, ils deviennent plus dangereux. Mais ça veut dire que s'il prend son médicament, ça annule l'effet, puis s'il ne le prend pas, ben là, il est encore plus hors contrôle. Et dangereux. Dangereux. Ils deviennent agités, ultra délirants, ont l'impression qu'il y a une menace, qu'ils vont être tués, etc., suivi toute l'équipe. Un patient comme ça sera toujours schizophrène. Ben, c'est-à-dire... Tu peux le contrôler, mais ça ne se guérit pas. Attends un peu, c'est jamais pareil. La schizophrénie est une maladie unique. Elle est vraiment particulière. Après 33 ans, là, à chaque fois que je vois une personne atteinte de schizophrénie, je recommence mon minuteur à zéro. Tu sais, moi, j'avais cru qu'après une dizaine d'années, j'en ai fait beaucoup, je m'étais dit dans ma tête, je vais devenir bon. Comprends-tu? Mm-hmm.
Hey, j'ai eu une leçon d'humilité avec cette maladie-là, mon homme, t'as même pas idée. Alors, chaque cas est difficile à diagnostiquer et chaque cas est difficile à traiter. Parce que le traitement va être à ajuster individuellement. L'épilepsie, les neurologues, c'est facile. 3 pilules par jour. Comprends-tu? Pour à peu près tout le monde. Puis dans certains cas, ils mettent, mettons, un 2e ou un 3e anti-épileptique. C'est pas plus compliqué. Tandis que la schizophrénie, là, c'est de la peau, mon homme. C'est presque une dévotion pour le psychiatre. OK. L'autre question, évidemment, là, on sait qu'il va être traité, il va être suivi, on va lui donner une médication, on va s'assurer que tout ça se fait. Et ultimement, on va commencer peut-être un processus de retour dans la communauté. Bon, dans son cas, ben écoute, tu penses pas? Moi, j'ai œuvré dans certains cas. Il y en a un de Drummondville, il a tranché la gorge de sa mère. Puis ça fait un joli bout de temps, ça fait une quinzaine d'années de ça. Puis il est encore emprisonné là, dans l'hôpital psychiatrique à Chauny. OK. Tu penses que c'est un genre de cas qui sortira pas? Ben oui, c'est pas qu'il turcote, là. Non, ça. Tu comprends? Non, ça c'est sûr. Bon. Mais, puis, Paul... Mais moi, j'en ai rencontré je me souviens d'un cas, il avait tué son père. Oui. Il était à Pinel, ils l'ont traité, et il est sorti. Puis, il vit dans la communauté, puis il prend sa médication. Je vous sens sceptique. Oui, Paul, il y a une chose qu'on sait. On a assez d'expérience maintenant, mais c'est partout, ça commence à être reconnu pas mal autour du globe. C'est que le seul facteur de prévisibilité chez un patient atteint de schizophrénie, c'est son passé. Donc, s'il a tué... Alors, je peux t'assurer que s'il arrête sa médication, il va redevenir psychotique et il va être vraiment dangereux pour tuer à nouveau. Mais une fois que la personne a quitté, là, tu peux pas t'assurer qu'elle prend sa médication. Oui, on a les injectables. Ouais, mais... Oui, on a les injectables, ça fonctionne, Paul. Hey, j'ai 300 dossiers actifs ici à Louisville. Là, je suis à la clinique ce matin et j'ai 300 dossiers actifs, presque tous des gros cas. Et tu verrais comme c'est tranquille. T'assois dans la salle d'attente, c'est tranquille. Il y en a, vois-tu, il y en a au moins 75. J'en ai 78 que j'ai soumis au Collège des médecins, là, qui sont oméga-doses, et la plupart aux injectables. C'est une piqûre par 2 semaines. Lorsque la dose est bien ajustée... Ils sont tranquilles. Écoute, ça fait du beau travail. Mais Paul, il y a une chose que je veux vraiment pas négliger parce que le public comprend pas un point. Puis ça revient tout le temps à chaque cas. Et ça soulève la colère de beaucoup de personnes dans le public. C'est que la plupart ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y a des individus qui ont tué et qui sont reconnus non criminellement responsables. Ça, ce volet-là, Paul, il ne faudrait pas le louper ce matin, là. Parce que ça revient à chaque cas. Et je lisais dans le Journal de Montréal, la famille est fâchée à cause de ça. Comment ça se fait qu'il ne va pas en prison, puis alors qu'il a tué 3 personnes, puis c'est vraiment lui. La plupart dans le public ne comprennent pas que pour être déclaré criminellement responsable et aller en prison, il faut avoir commis un crime avec toute sa tête. Non, ça je comprends, Doc. Mais c'est-à-dire, je sais que vous avez raison. Le public comprend pas. Non, mais moi en même temps, je comprends la réaction des gens. C'est sûr que c'est une réaction émotive. Tu fais tuer tes 2 enfants puis ta mère, puis tu dis tabarouette, peut-être qu'il va sortir. Mais Paul, ils comprennent pas la loi. Je sais. Alors c'est pour ça que c'est important de la répéter. Lorsque quelqu'un n'a pas toute sa tête, il peut pas être considéré comme un criminel d'aller en prison direct. Il y a deux circonstances. Lorsque quelqu'un est déficient intellectuel et qui est atteint d'une maladie mentale d'ordre psychotique, c'est-à-dire qui perd contact avec la réalité, il ne peut pas être tenu criminellement responsable. Je comprends bien. C'est une loi britannique qui existe depuis 1836, quelque chose comme ça. Je comprends bien donc que le docteur Turcotte est vraiment un cas d'exception. Bon. Ce qui a foutu le bordel, la pagaille, c'est Guy Turcotte. Parce qu'il n'est pas déficient. Oui. Puis il n'est pas déficient, puis 2, il n'y a pas de maladie reconnue. Non, il y a un trouble d'adaptation. C'est pas tout à fait pareil. Ouh! Hey, Doc. Alors lui, à 3h30 l'après-midi, il pratiquait la cardiologie, et à 8h, il poignardait ses 2 gamins. Il ne peut pas être atteint d'une maladie mentale. C'est impossible. Merci, Doc. Il faut s'arrêter là-dessus, et je souligne pour nos auditeurs votre victoire contre la RAMQ, alors que vous êtes allé vous battre seul contre les avocats de la RAMQ. Et ils ont trouvé vos dossiers bien faits et la RAMQ s'est fait ramasser.
Oui, devant la Cour d'appel du Québec. En plus. Merci, Dr Mailloux. Bye. Au revoir. C'était le Dr Pierre Mailloux. Quand même intéressant de voir cette analyse dans ce contexte. Il est 8h57.